Bonjour et bienvenue à tous pour ce numéro inédit de Tout compte fait, consacré aujourd'hui à la révolution de nos assiettes. Manger mieux, manger sain et plus responsable, c'est devenu, on le sait depuis quelques années, une préoccupation du quotidien pour des millions de Français. Au-delà d'ailleurs des produits bio, chacun aspire désormais à manger local et plus équilibré. C'est ce que nous découvrirons à travers nos reportages. Nous irons notamment à New York, à la découverte d'un supermarché pas comme les autres. Il faut que tu appuies là. Ouais. Ah, d'accord. Vous passez derrière la caisse alors? Oui, je viens de l'aider puisque je l'ai déjà fait. Pour avoir le droit de faire mes courses ici, en fait, il faut que ma famille, on donne 2 heures de travail tous les mois ici. Parce qu'il n'y a aucun salarié dans le magasin, en fait. Et avant de partir aux États-Unis, notre enquête d'abord sur le végétarisme. Faut-il se passer de viande pour vivre mieux? C'est en tout cas le choix qu'ont fait près de 2 millions de Français. Ils seraient des milliers à se convertir chaque année. C'est un vrai phénomène de société. Certains se passent même désormais de produits d'origine animale, comme le lait ou comme les œufs. On les appelle les véganes. Alors pourquoi ce choix? Quelle philosophie y a-t-il derrière? C'est une enquête signée Elisa Jadot. Ce soir-là, à Toulouse, dégustation gratuite dans un bar du centre-ville. C'est Amélie et Samuel qui régalent. Non, les Qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci, le vert? Ça, c'est de la crème de brocoli. Des tapas végétariens. Ah ouais, merci. C'était le but, c'était d'essayer de deviner un peu. Amélie et Samuel font partie de ces gens de plus en plus nombreux qui ont banni la viande et le poisson de leur alimentation. Allez, c'est parti. On les appelle les véganes. Ils sont parfois perçus comme des extrémistes. Là, vous avez du faux chorizo qu'on appelle le chorizo. Ça, c'est de la crème de brocoli. Et ça, c'est c'est un équivalent de la feta, faite avec du tofu mariné. Avec ce genre de soirée, le couple essaye de lutter contre les idées reçues. C'est génial parce qu'on court-circuite un peu ce qu'on dit justement que le vegan ne peut pas partager une bonne table. Donc là, c'est une bonne occasion en fait pour montrer que si. Surtout, ils essayent de convertir les carnivores, vous, moi, 97% de la population française. Moi je suis végétarien, moi je connais. Moi je suis végé curieux. Il est végé curieux. Je suis végé curieux. Ça se mange. Tant que ça se mange, je vais y aller. Et pour peu qu'on soit prêt à passer la barrière psychologique, C'est bon. C'est bluffant. Ça ressemble pas forcément à de la viande, parce que ça n'a pas le goût qu'on imagine de la viande, mais ça fait un très bon ersatz, un très bon substitut pour celui qui veut se diriger et se dire qu'il a quand même une sensation de viande. être végétarien au pays du cassoulet et du confit de canard, il fallait le faire. En tout cas, ça n'a rien d'une mode. Chez nous, il serait déjà plus de 2 millions. La viande. 2 Français sur 3 en mangent au moins une fois par jour. Pourtant, certains décident de la supprimer par conviction. Pour combattre la maltraitance animale, mais aussi lutter contre le réchauffement climatique. Ces dernières années, la consommation de viande aurait chuté de 10%. Le business de l'alimentation végétale est en train de s'imposer petit à petit. Même la grande distribution lance sa propre gamme de produits sans viande. Et les stars montrent l'exemple. La comédienne Nathalie Portman, l'ex-président Bill Clinton ou encore la championne de tennis Serena Williams. Alors l'homme carnivore est-il en train de vivre ses dernières heures? Nous retrouvons Amélie, Samuel et César, leur petit garçon, au moment de faire les courses. Ce sont des véganes purs et durs depuis maintenant 2 ans. Bonjour. C'est-à-dire qu'ils ne consomment aucun produit d'origine animale. Pas de lait de vache, pas d'œufs, pas de miel et bien sûr, pas de viande. Qu'est-ce que tu vois là? C'est de la poule. C'est de la poule. Et ça, tu crois que c'est quoi ça? C'est de la vache. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est du cochon. Voilà, c'est du cochon. Et alors César, tu vas choisir quoi pour ce soir? Juste des légumes. Pourquoi? Parce que nous, on mange pas de viande, nous. On est végétarien. Quand ils se sont convertis à ce régime alimentaire strict, ils n'avaient pas beaucoup le choix. Maintenant, ils ont carrément un rayon entièrement dédié. Ça, c'est mon lait favori, celui-là.
pâte aux noisettes, il est délicieux. Avec des céréales. Saucisse végétale, saucisse végétale. Et du tofu fumé. Tous ces produits sont faits à base de céréales, même ce faux saucisson. Par exemple, voilà le grand chorizo. Voilà, maintenant, on peut se faire plaisir comme quelqu'un qui mange de la viande, mais sans faire du mal à autrui. Le chorizo, pour lequel on n'a pas besoin de tuer un animal, revient tout de même à 34 € du kilo. C'est plus cher que la viande. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils n'ont fait aucune économie sur leur budget course. En plus, elles sont super belles. Le plus difficile, ce n'est pas de se passer de la viande ou du poisson, c'est de réussir à se passer de certaines petites douceurs. Donc ça, c'est les choses, voilà, avant que je consommais les guimauves au chocolat, dont j'étais ultra friande. Mais bon, finalement, l'un dans l'autre, enfin voilà, moi je lis, le premier ingrédient, c'est chocolat au lait. Donc en général, de toute façon, je vais pas plus loin. Et je lis pas plus loin, chocolat au lait, je repose. Ça fait les muscles d'être vegan. Être vegan, ce n'est pas qu'une question d'alimentation, c'est un état d'esprit. Ah ouais, ils veulent couper pour en faire du jambon. Mais impossible. Émile est incapable de tuer une mouche. Couper, tailler, trancher, d'accord, mais tuer. Chez Amélie et Samuel, tout est tourné vers ce mode de vie. Le salon est décoré vegan. Et même Daisy et Lennon, leurs 2 chiens, ont été obligés de devenir végétariens, avec leurs croquettes garanties sans viande. Ça fait 1 an qu'on l'a, lui, et ça fait 1 an qu'il est vegan. Et il est en pleine forme. Mais regarde ce que tu veux, allez. Ce soir, Là, on va... la petite famille a décidé de se faire Il plaisir. faudrait allumer le four. Il prépare un des repas préférés de César, Enfin, c'est en grill. un hamburger. Alors celui-là, c'est quoi? C'est un burger végétal avec du steak végétal. Pas de bœuf, mais des carrés de soja et du gluten de blé en guise de bacon. À en croire Samuel, c'est bon pour les papilles, mais aussi bon pour la ligne. Ces gens qui rient, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de calories. Du coup, on peut en consommer beaucoup, par exemple, dans les burgers. Et du coup, par rapport à un burger classique, on réduit de moitié, par exemple, l'apport calorique. C'est fort la moutarde, je te préviens. Ça pique, hein, c'est pour les bonhommes. Hein. Mais moi, je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme de dur, moi. Depuis qu'elle ne mange plus de viande, Amélie a perdu du poids, plus de 25 kilos. Mamie était délicieux, hein. Mais ce régime végétal est-il bon pour la santé? Tout le monde se pose la question. Dans la presse, on lit tout et son contraire. Des études scientifiques qui prouveraient que manger exclusivement végétal pourrait provoquer des carences. D'autres qui affirment que l'on pourrait vivre mieux et vivre vieux en bannissant la viande rouge. Alors qu'y croire? Pour le savoir, direction le salon du véganisme. C'était le mois dernier à Paris. Voyez une carotte. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec une carotte? Un hot dog, exact. Cet événement existe depuis très longtemps en Allemagne. En France, c'est la première édition. 10 000 personnes se sont déplacées exprès pour apprendre à se nourrir autrement. Moi je suis vegan depuis pas longtemps et j'ai besoin d'avoir la sensation de manger des plats, des blanquettes, des couscous et tout et de retrouver un plat qui a un goût qui est similaire. Le tofu est très riche au calcium. Dans le même aliment, vous avez des protéines, du fer et du calcium. Sur ce stand, nous croisons Jérôme Bernard Pellet. Il est médecin spécialisé dans la nutrition. Cela fait 30 ans qu'il étudie les effets du régime végétarien sur le corps humain. Et d'après lui, cette façon de se nourrir ne serait pas mauvaise pour la santé. Du fromage, et certaines ne voient pas la différence. Il n'y a pas plus de carence lorsqu'on est végétarien que lorsqu'on est omnivore. Le végétarisme, ce n'est pas un risque d'après la littérature scientifique, c'est plutôt un avantage. Alors le seul point sur lequel il faut faire un peu attention, c'est la vitamine B12. Bon, c'est le seul micronutriment qui est un peu difficile à trouver dans une alimentation végétarienne et végétalienne. Mais c'est beau, hein, La vitamine B12 est essentielle à la formation des globules rouges. On la trouve principalement dans la viande rouge. Les véganes doivent donc compenser. C'est la vitamine B12 qu'on peut trouver en pharmacie, sous forme d'ampoule. Vous prenez comme ça une ampoule par semaine et ça va régler la seule carence potentielle avec l'alimentation végétalienne. Des salons comme celui-ci se développent partout dans le monde. La consommation de produits végétaux aurait doublé en moins de 5 ans. Et c'est en train de devenir un business à part entière. Retour à Toulouse. Il y a quelques mois, Amélie a quitté son travail, elle était traiteur-pâtissier, pour se consacrer à la fabrication artisanale de faux fromages. Sans lait,
uniquement faits avec des végétaux. Les véganes appellent ça les fromages. La base du fromage, en général, on utilise donc des oléagineux, donc en l'occurrence là des noix de cajou. La recette est surprenante. Amélie va faire fermenter des noix de cajou avec du jus de choucroute. Donc en général, on en met très peu. Puis elle broie le tout afin d'obtenir une pâte. Voilà. Donc là, on obtient vraiment quelque chose de très crémeux. Amélie cuisine à l'ancienne. Elle fabrique chaque fromage à la main, Une étape de un à un. fermentation. Pas besoin de cuisson, juste 8 heures au frigo, le temps de la fermentation. On va refermer. Une recette apprise dans les livres. Je vais vous montrer ce que ça donne. Son petit plus marketing, terminé. lui donner l'apparence visuelle du Le camembert. végétal et celui au lait de vache. Il ne faut pas essayer de retrouver le même goût, en fait. On n'est pas parti pour retrouver exactement le goût du lait de vache, puisque de toute façon, il n'y en a pas. Donc, c'est pas ce qu'on veut reproduire, mais on a envie de reproduire plutôt un fromage pour pouvoir partager une table entre amis, avec un bon verre de vin, mais en restant sur quelque chose de végétal. Amélie fabrique 40 faux fromages par semaine. Elle a même élargi sa gamme. Des crottins sans chèvre, de la feta sans brebis et même du parmesan qui n'en est pas. Quand elle a commencé, elle ne vendait qu'à des particuliers. Mais depuis peu, Bonjour. ces produits séduisent une nouvelle clientèle. Ça va? Oui. Une boutique de produits bio a accepté de les commercialiser entre 4 et 12 euros pièce. On va les mettre. Alors, voilà. Les premiers. La première mise en rayon. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais je suis super contente. Déjà, je suis super fière. C'est pas pour rien. D'ailleurs, ça s'appelle Proud Kitchen. Au revoir. Les végétariens et autres végétaliens, les véganes en anglais, gagnent du terrain. En Angleterre et en Allemagne, ils représenteraient 10% de la population. Et en France, voilà que cette nouvelle tendance Du steak végétal. s'invite même dans nos téléviseurs. Avec du soja, du blé. Bah tu vois, je peux manger autre chose que de la viande. Hein? Je rêve. Le soja, c'est aujourd'hui l'aliment de base des véganes. La demande est telle que la production française de soja, qui s'était effondrée dans les années 80-90, est en train de repartir de plus belle. Nous sommes à Blasimont, dans la campagne bordelaise. Épaule 80, blé 80, est-ce que j'ai coché? Éric et Marie-Lise Bergeon cultivent du blé, du maïs biologique, mais aussi du soja. En 10 fois 1 kilo, il manque... Le plus souvent, on a l'habitude de le consommer de cette façon, germé. Mais lorsqu'il est à peine cultivé, il ressemble plutôt à ça. Alors ça, c'est la gousse, c'est la gousse de soja. Ça, c'est ce qu'on récupère dans le champ. Voilà, c'est des petites gousses qui font 2 à 3 grains. Il y a 2 à 3 grains par gousse. Et là, on a le soja à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, c'est du soja. Et ça, c'est du soja. Voilà, voilà le soja. Cette année, ils ont récolté 60 tonnes. Tout est stocké dans ces silos. Ils vendent les graines près d'1 euro le kilo à leurs clients. 25 kilos de farine d'épeautre. Elles seront transformées en lait, en tofu et en steak végétal. Je mets tout sur la même note. Hein. Ça fait 70-50, s'il vous plaît. 70% du soja mondial est génétiquement modifié. Les végétariens et autres végétaliens exigent du soja non OGM. Éric et Marie-Lise ont vu le marché s'emballer ces 2 dernières années. On va ensemencer toute cette partie, plus le vallon de l'autre côté. En soja. En soja. D'habitude, on s'arrêtait, on va dire, on faisait la moitié de la parcelle, quoi. On faisait une dizaine d'hectares. Puis maintenant, il faut doubler les parcelles pour arriver à 50-60 tonnes. Et encore, quelquefois, j'en ai pas assez. Ce sont des agriculteurs heureux. Le soja ne demande aucun traitement particulier, il consomme très peu d'eau. Cette année, la plante leur a rapporté 40 000 euros. À 100 km de là, à Agen, il y a un homme qui a compris l'intérêt du soja bien avant les autres. Jean-James Garot, 61 ans. Donc, alors, ici, c'est la salle de nos cuves, donc où on a la fermentation. Biologiste de formation, il a eu la révélation il y a très longtemps. J'ai eu cette idée il y a 20 ans, en voyant faire mes parents donc, qui faisaient du fromage de chèvre. Moi, à l'époque, j'étais végétarien plus ou moins strict.
Et je trouvais que le fromage, ça manquait. Et en les voyant faire ce fromage de chèvre, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer avec du lait de soja, ce qu'on appelle le lait de soja. 60 000 pots sortent de son usine chaque semaine. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Il y a de la crème fraîche végétale sans lait de vache, de la glace sans crème. Tout est fait avec le même ingrédient, le lait de soja. Voilà, le lait de soja, je vais montrer ce que c'est. C'est à partir des graines de soja. Ça ressemble à du lait, exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça le lait de soja, vulgairement, enfin dire d'une façon populaire, mais le vrai nom, c'est du tonyu, ou de la boisson au lait de soja. Cette boisson au soja va fermenter dans ces grandes cuves et donner en quelques heures seulement une sorte de lait caillé très célèbre. Ce que l'on appelle le tofu lactofermenté, c'est cela. Nous, c'est notre base de tofu lactofermenté. Tout simplement. Tout simplement. Derrière cette porte, l'usine fabrique son best-seller, du faux fromage à tartiner. C'est la moitié de son chiffre d'affaires. Par mesure d'hygiène, notre caméra ne peut pas y entrer. Jean-James accepte de faire une petite démo. On va ensuite intégrer des ingrédients, de l'huile, des épices, du sel. On va tout mixer cela et on va obtenir notre produit fini, qui est notre fromage, qui va se tartiner. Avec sa recette familiale, il a su recréer un produit très proche du fromage ail et fines herbes, mondialement connu. Il exporte aujourd'hui ses pots partout dans le monde. Et d'après lui, un jour on y viendra tous. Qu'est-ce qu'il va falloir manger demain? On va être des milliards sur la planète. On ne pourra pas continuer à se nourrir à la mode européenne ou occidentale ou américaine. Il nous faut trouver d'autres choses. Et trouver d'autres choses, mais avec du plaisir. Nous n'en serions donc qu'au début. Le chiffre d'affaires des produits véganes devrait représenter un marché de 5 milliards d'euros dans le monde d'ici à 2020. Une rencontre à présent avec un homme engagé qui a décidé de partir en guerre contre la malbouffe. Il s'appelle Xavier de Namur, il a 52 ans, il est à la tête de 5 restaurants. Il se présente comme l'apôtre du fait maison et du bon goût. Sa cuisine est locale, bio et de saison. Et il sillonne la France pour prêcher la bonne parole, dans les cantines notamment. Il affirme qu'on peut bien manger sans se ruiner. Vous allez découvrir comment. Portrait d'un restaurateur engagé avec Dorothée Frénaud. En plein cœur de Paris, 5 restaurants alignés dans la même rue. C'est le petit empire que Xavier de Namur a bâti en 26 ans. Au Monopoly, c'est le genre de joueur à gagner à tous les coups. Serré, 2 dont un serré, s'il te plaît. Sur ses ardoises, l'homme défend la bonne cuisine de bistrot. Du pata negra, du magret de canard, plein de salades et que des produits locaux. Ces restaurants ne désemplissent jamais. Il faut dire que l'homme a l'art de chatouiller les envies de ses clients. C'est super bon. Vous avez en entrée du jour des petites asperges avec du foie gras mécu maison caramélisé, magret de canard et un petit coulis de fruits de la passion. Super bon. Le plat du jour, vous avez le choix entre le filet d'aubrac avec un jus corsé, petit gratin de poireaux et des petits légumes. Sublime. Excellent, excellent. Ça, je vous recommande. Un peu. Très vite. Oui, je parle très vite. Ah oui, toujours. La recette de son succès, la transparence. Ses clients savent exactement d'où viennent chacun des produits utilisés. Regardez, chef. À l'intérieur du menu, on indique notre politique. C'est-à-dire, on va dire comment on cuisine, d'où viennent nos produits, pourquoi on fait ça. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils vont mettre dans leur corps. Ils ont besoin de savoir d'où ça vient, comment c'est produit. C'est-à-dire qu'avec tous les scandales sanitaires sur l'alimentation, l'agriculture, aujourd'hui, il y a une demande d'information. Si le client a un doute sur quoi que ce soit, on va lui chercher la facture, on lui montre. Il veut savoir d'où ça vient, combien ça coûte. Moi, j'ai aucun problème à dire combien j'achète mes produits. S'il n'a aucun secret, c'est que Xavier de Namur défend une cuisine entièrement faite maison. Ici, le surgelé et l'industriel sont bannis. Une règle de conduite affichée sur tous les murs, comme des slogans politiques. J'ai l'impression d'être dans un QG de campagne presque. Et ben c'est comme ça, on affiche, on n'a pas de problème. On dit ce qu'on fait, quoi. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Mais la différence avec les politiques, c'est eux souvent, ils promettent des choses et puis après on voit plus rien. Voilà. Donc la vérité est dans l'assiette pour moi, d'abord. Xavier de Namur, c'est l'histoire d'un petit gars de la campagne parti de rien.
devenu le porte-voix des bonnes pratiques dans les cuisines. À 16 ans, il quitte le foyer familial pour travailler comme serveur à Paris. 10 ans plus tard, il achète sa première affaire. Et le jeune restaurateur se fait vite remarquer par ses coups de gueule militants, n'hésitant pas à interpeller les ministres. Est-ce que c'est normal qu'on entende que les mêmes restaurateurs qui veulent être pour la baisse de la TVA? Il se bat contre la baisse de la TVA, dénonce le travail au noir, la malbouffe. Et il raconte tout ça dans des livres. Le fait maison, c'est même devenu un label qu'il a grandement contribué à faire émerger. Couper les lumières dehors, monter les stores. Son exigence porte ses fruits. Sa petite entreprise réalise aujourd'hui 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour cuisiner que des produits frais, il faut se faire livrer tous les jours, se lever tôt. Mais la palette que Xavier de Namur attend le plus n'arrive que 2 fois par semaine, en direct de la ferme. Donc en fait, si vous ouvrez les cartons, voilà. Ben voilà, vous avez typique le carton. Voilà, avec là c'est du lait frais cru de la ferme de Romain Chapollard. Vous avez les chefs de Marie, donc ils sont filmés, donc on voit bien qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Voilà, donc les poulets entiers pour notre poulet au curry, etc. Vous voyez, c'est du poulet, si vous pesez, c'est pas du poulet de 35 jours. Hein. C'est pas du poulet label de 81 jours, ça c'est du poulet, vous voyez, c'est du poulet qui fait à peu près presque 3 kilos, 2,5 kg, 3 kilos. C'est du poulet de 120 jours minimum, qui a été abattu... Des produits d'exception. Et il arrive le mercredi à Paris. Qu'il est allé choisir lui-même, à 700 km de la capitale. Dans le Lot-et-Garonne, une région où il vit la moitié du temps. Xavier de Namur s'est constitué là-bas un réseau de petits agriculteurs qui lui fournissent la plupart de ses produits. On a quand même une paysannerie qui est là bien présente. Bon, c'est des toutes petites fermes, la Clausé, c'est lui. Il y a Philippe, juste à côté, il y a Paul et Maxime. C'est presque le titre d'un film, Paul et Maxime. Donc c'est tout le chemin, tout le parcours, partout. Il y a tous mes producteurs, donc je peux m'arrêter là. Ouais. Dans cette ferme, le restaurateur achète son lait, ses yaourts. J'ai mis les bottes, c'est... Je me suis dit, comme je m'étais planté une fois dans la bouche et toi... Ah, mais il fait beau, oui. Oui, il fait beau aujourd'hui, ouais. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Chez Julien et Romain, 2 frères qui élèvent une 50aine de vaches. Ici, tout est bio. C'est l'heure de la traite. Xavier veut prêter main forte, mais ce touche-à-tout est visiblement plus à l'aise derrière le comptoir. Tu la démarres comment, là, putain, tu m'as... Que dans une étable. Elle est un peu compliquée, c'est ça. Celle-là, elle est un peu compliquée, elle a des pieds hyper... Alors là, on est directement au cœur du produit. Dans cette ferme, on fabrique uniquement du lait cru. Mise en bouteille à l'ancienne, sans machine. Ah bah là, c'est réfrigéré et c'est juste à la main, quoi. Ah ouais. Donc je peux te jurer que quand tu te tapes 200 litres de lait à remplir le lundi, t'es content. Ouais. Tu peux pas faire plus artisanal. Non. Que je goûte directement sur place. On dit ça se boit comme du petit lait, c'est vrai que c'est très bon. Hein. C'est bon, hein, hein. Des exploitants agricoles comme ses 2 frères, Xavier en fait travailler une dizaine à quelques kilomètres à la ronde. Tout ça, c'est qui le produisait? Ça, c'est mes parents. Ça, c'est le fromage blanc et le lait. Ok, ça, c'est moi. Le miel, c'est le voisin. Et le fromage de chef, c'est un autre voisin. Une fois par semaine, ces fournisseurs du coin déposent leurs produits ici. Un panier gourmand qui partira directement en palette dans les restaurants de Xavier. Ce système de collecte permet de réduire les frais de transport. Et le restaurateur ne comprend pas que ses confrères n'en fassent pas autant. Ce que j'aimerais, c'est que d'autres petits réseaux comme ça se mettent en place, d'autres producteurs, avec d'autres restaurateurs dans d'autres zones. Et donc il faut trouver des solutions pour ramener cette notion du collectif, de travailler ensemble. Et se dire, bah tiens, on va se partager une palette. On a une palette qui va arriver, elle arrive chez toi, toi tu prends ça, hop, ça se dispatche. Il faut que les mecs ils soient avec juste un diable, à 50 mètres, 200 mètres les uns des autres. Bah, travailler comme ça, ils feraient vachement d'économies, plutôt que de donner du pognon à des distributeurs. Acheté en circuit court, cela permet à Xavier de payer ses produits 30% moins cher, car il évite de passer par les intermédiaires, les grossistes. C'est comme cela qu'il peut offrir à ses clients des produits de qualité, et même très haut de gamme. Dernièrement,
Xavier s'est mis en tête de proposer une viande d'exception dans ses restaurants. Il cherche un nouveau fournisseur. Daniel élève des vaches basadaises. Une race rustique dont la viande est très goûteuse. Il n'y a que quelques milliers de têtes dans l'Hexagone. J'ai maintenant 55 bêtes et je suis dans une rotation qui me donne une dizaine de bœufs à l'année. Ouais. Elles vont être pendant 8 mois au pré, herbe à volonté. Et l'hiver, on leur donne le trèfle de la propriété. Le trèfle, c'est un produit... Daniel est au petit soin avec ses vaches, mais le prix de sa viande s'en ressent forcément. Et tu as combien aujourd'hui au prix carcasse par rapport à un prix carcasse de Charolais, par exemple? Alors, Charolais, je ne connais pas très bien les prix, mais sur la race basadaise conventionnelle non bio, on est aux alentours de 4,80 €, 5,80 €. Et moi, je suis à plus que le double. Je suis à 11 € la carcasse. Ouais. Alors pourquoi tu vends le double si tu as moins de charges? Parce que j'ai l'obligation d'en vivre décemment. D'accord. Et je considère qu'en conventionnel, ce que je vois autour de moi, c'est pas très brillant. Hein. Là, on est vraiment pas question de négocier. Pour proposer cette viande à un prix raisonnable sur sa carte, Xavier va certainement devoir réduire sa marge. Sa façon à lui de soutenir une certaine agriculture plus paysanne. Aujourd'hui, que les paysans ont tendance à pas très bien vivre de leur travail, et ben, je trouve que en tant que client ou consommateur, de retourner directement, de recréer ce lien avec eux et faire en sorte qu'ils en vivent, ben, c'est quand même mieux aussi. Ça fait partie c'est un peu une démarche citoyenne aussi derrière. Cet engagement, Xavier de Namur le défend publiquement depuis quelques années. Sur les ondes radio, les plateaux télé et dans les reportages. Le restaurateur est devenu un animal médiatique. Que ce soit dans les politiques, que ce soit dans tous les secteurs, on doit se mettre à table pour faire avancer les choses. Si vous prenez un poulet qui a fait le tour de l'Europe, donc blindé d'additifs et tout, mais si demain, il faudra soigner vos enfants parce qu'ils sont résistants aux antibiotiques, eh ben ça a des coûts induits. Et il va falloir dépolluer, ça va coûter cher. Et pourquoi les gens vous sollicitent comme ça? Si les médias vous donnent la parole, c'est pas parce que moi je suis aucun représentant d'aucune organisation patronale, syndicale, association. C'est parce qu'effectivement vous donnez des idées et puis que effectivement vos idées doivent pas être si mauvaises, intéressent les gens et que les faits finalement effectivement souvent vous ont donné raison. C'est-à-dire que il y a 15 ou 20 ans, quand vous achetez vos produits en direct de ferme, etc., vous expliquez que vous êtes plutôt pour faire à bouffer, de la transparence, qu'il y a du mensonge, etc. Bon, on vous regarde un peu avec des yeux un peu bizarres. On dit, bon voilà. Et puis petit à petit, le courant change. En 20 ans, beaucoup de choses ont évolué. Aujourd'hui, des cantines scolaires, des grandes entreprises font appel à ces services pour se défaire de leurs vieilles habitudes. Il y a 6 mois, Air France l'a sollicité pour améliorer ses menus. Xavier vient constater les progrès. En quelques mois, la cantine est passée de 20% à 80% de produits frais et faits maison. Voilà, comme tu peux voir là aujourd'hui sur notre chambre froide 4e gamme, avant nos étagères étaient remplies de marchandises. Ouais, je me souviens, j'étais venu. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, bon, on a quelques rayonnages, mais la plupart des marchandises sont passées en produits frais, en légumes frais. Mais quelques aliments sous vide n'ont toujours pas disparu des étagères. Ça, c'est quoi? C'est de la betterave? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la betterave coupée. Donc ça, c'est vrai qu'après, à terme, tout ça, il faudra réduire. En passant en revue les stocks, le restaurateur traque aussi le moindre produit surgelé, sa bête noire. Par exemple, les dés de poulet, toi demain, on est quand même sur du poulet, toi c'est du poulet standard, c'est pas terrible. On a quand même des stabilisants, des épaississants, enfin bref. C'est des produits de complément, ça. Ouais, alors ça c'est un produit hyper compliqué à travailler en frais. C'est le produit difficile à faire en frais parce que bon, des petits oignons comme ça, épluchés individuellement, ça prend beaucoup de main-d'œuvre. Oh. Ouais, c'est clair. Surtout quand on doit préparer 800 repas par jour. Éplucher, laver certains légumes, ça peut vite mobiliser du personnel. Ce jour-là, par exemple, les épinards sont proposés comme hors d'œuvre. Mais quand ils sont servis en plat principal, le responsable de la cantine n'aurait pas le choix. Si on fait l'épinard en chaud, où là il nous faut 50-60 kilos, là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce que là t'as pas loin. Parce que là, le rendement de 60 kilos fini d'épinards, ça fait quand même quelques cagettes de brut. Et alors, pourquoi c'est compliqué?
parce que c'est très long à éplucher. C'est comme du haricot vert. Du haricot vert, voilà, le travail sur du haricot vert, pour avoir des quantités, c'est très très long. Passe pour les épinards surgelés. Mais il y a un produit sur lequel Xavier refuse de céder, c'est la frite surgelée. Et il trouve un argument imparable. C'est en surgelé, tu dois être à 1,20 €, 1,10 €, enfin c'est dans ça. Mais si tu es en patate fraîche, vu le volume que vous faites, vous devez tomber entre 0,40 €, 0,50 € maximum. Comme dans ses propres restaurants, acheter des légumes frais coûte moins cher que le surgelé. L'argent ainsi récupéré permet de payer la main-d'œuvre qui lavera, épluchera et coupera la matière En première. conventionnel, là, parce que là, tu ne me prends pas. Tu as 800 € pour un mec qui épluche des patates. Et le mec, s'il épluche déjà les patates pendant 1h30 tous les jours, ça fait déjà des patates épluchées avec une parmentière. Le passage aux produits frais, préparés sur place, a là aussi permis de faire baisser la facture. Moi, j'ai trouvé, voilà. Donc en fait, là, on a... Pour nous, c'est une baisse d'environ 10% aujourd'hui sur nos achats en matières premières. Ça vous coûte pas plus cher? Non, non, non. Et avec une qualité autre. Et ça, vous y attendiez Non, pas quand vraiment. Vous avez commencé? Pas vraiment. Une surprise? Bon, une surprise, oui, on peut dire que c'est une surprise, mais on ne s'attendait pas du tout à cette différence de tarif. Le militantisme de Xavier n'a pas de limite. Moi, l'idée, c'était effectivement de donner la possibilité, dans les bistrots, de donner la parole à des citoyens. Une initiative citoyenne, ou en tout cas d'amener le débat. J'ai vu hier, j'étais dans le TGV, par exemple... Dans ces bistrots, il ouvre sa porte à tous ceux qui, comme lui, veulent faire évoluer le système. Il se rallie aux citoyens qui, aujourd'hui, cherchent à inventer un nouveau monde. Et en tant que tel citoyen. Est-ce que le but, c'est d'arriver finalement au pouvoir? C'est-à-dire, le pouvoir, c'est la possibilité de changer des choses. Sinon, le système continuera. Ceux qui sont là en place continueront à organiser pour que nous, citoyens, nous n'ayons jamais le pouvoir. On va trinquer d'abord, je pense que c'est important, et ça va délier peut-être les langues et trouver la direction, parce que si on n'a pas de direction, on ira de nulle part. Se lancer en politique, visiblement l'idée fait son chemin dans la tête du restaurateur. Peut-être que vous allez vous présenter alors. Je vais être obligé de me présenter aux prochaines législatives parce que je trouve que c'est important d'aller au fond et puis de défendre ses idées et puis de voir si les citoyens veulent vraiment un changement avec des gens qui ne sont pas dans des partis politiques, qui veulent faire ça peut-être qu'une fois, 5 ans, faire un mandat et puis de retourner à leur job. Et la cuisine dans tout ça? La cuisine politique. C'est la cuisine. La cuisine politique, c'est une cuisine. Après, c'est de savoir si on fait bien la popote ou pas. Et là, apparemment, la popote, ils la loupent à tous les coups. Tous leurs plats, c'est souvent immangeable. Du zinc au banc de l'Assemblée nationale. Décidément, l'homme aime la provoque. Et ça fait 26 ans que ça dure. On vous emmène maintenant aux États-Unis, à la découverte d'un supermarché étonnant, très différent de ce que vous connaissez, une sorte de marché coopératif en plein cœur de Brooklyn. Tous les produits sont bio et sont cultivés à proximité. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que ce sont les clients qui s'improvisent vendeurs et chefs de rayon. C'est un supermarché collaboratif dont le modèle est amené à s'exporter en France. Immersion signée Christelle Bernot et Édouard Bailly. Nathalie est installée à New York depuis 5 ans. Elle vient régulièrement faire ses courses dans ce petit magasin de quartier. Quelques étagères seulement, où l'on trouve des fruits et légumes bio, quelques produits de base, des céréales et des œufs tout droit sortis de la ferme. Rien d'exceptionnel a priori. Et pourtant, ce petit commerce a une particularité bien à lui. Pour avoir le droit de faire mes courses ici, en fait, il faut que ma famille, on donne 2 heures de travail tous les mois ici. Parce qu'il n'y a aucun salarié dans le magasin, en fait. Aucun salarié pour faire tourner le magasin. Pour bénéficier des tarifs 30% moins chers que partout ailleurs dans New York, il faut donner un peu de soi et de son temps. C'est le principe même de la coopérative alimentaire. Et ici, personne ne fait exception à la règle.
Je m'appelle Gretchen, je suis directrice du développement dans une ONG et aujourd'hui je m'occupe de la caisse à la coopérative. Moi, c'est David. Je travaille pour la Régie des transports à New York et à la Food Coop. Mon travail, c'est d'accueillir les clients. David est l'un des derniers arrivés. Et à la caisse, il a encore un peu de mal. Il faut que tu appuies là. Ah oui. Vous passez derrière la caisse. Je viens de l'aider puisque je l'ai déjà fait. Donc c'est vraiment pas un supermarché comme les autres. Donc c'est plutôt rigolo, j'avais jamais vu ça en France en tout cas. Ces coopératives alimentaires, les food coop en anglais, c'est une petite révolution au pays de la malbouffe. Il s'en ouvre un peu partout aux États-Unis. 5 rien qu'à New York. Celle de la Windsor Terrace à Brooklyn. C'est Jack qui l'a montée il y a 1 an. À l'époque, le seul supermarché du coin vient de faire faillite. Les habitants cherchent une solution et Jack décide de réunir les voisins. Est-ce qu'on a reçu de la mangue fraîche cette semaine? Je ne crois pas. On a dit aux gens, si on a 100 personnes qui mettent $100 chacun, on sera capable d'ouvrir un magasin. Et on a eu 250 personnes qui ont envoyé $100. C'est comme ça qu'on a pu louer ce magasin. Aujourd'hui, la coopérative compte 350 membres et ce sont eux qui décident des produits à mettre en rayon. Qu'est-ce que c'est? C'est du pain? Comment on peut appeler ça? Des tortillas? Ce sont des galettes de maïs, elles ont l'air super bonnes. Et en plus, c'est sans OGM. Là, vous voyez, elle est sur Internet. Elle fait des suggestions et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander ces galettes et on verra bien si elles sont bonnes et si elles se vendent. Donc ici, tout le monde peut donner son avis. Bien sûr, tout le monde a son avis. Et ils le font entendre, croyez-moi. On est tous propriétaires ici. Un système participatif qui fait la fierté de Jack. Le retraité a en fait puisé son inspiration de l'autre côté de ce parc, à 2 pas de Manhattan. Voici la coopérative alimentaire de Park Slope, une institution à New York, la référence mondiale en matière de supermarchés collaboratifs. On est loin de la petite épicerie de Jack et de ses quelques étagères. Ouverte en 1973, c'est la plus grande aux États-Unis. 17 000 adhérents viennent y travailler et faire leurs courses. Et là aussi, il faut montrer patte blanche pour rentrer. Chaque membre a ce type de carte. Chacun a un numéro. Comme on n'est pas ouvert au public, d'abord, ils s'arrêtent ici, puis présentent leur carte. Anne est la coordinatrice de ce supermarché. Elle est chargée de gérer tout ce petit monde. 17 000 membres. Les gens qui sont en train de travailler ou en train de faire leurs courses sont tous des membres. Certains qui sont en train de faire du shopping ont déjà peut-être fait leur temps de travail juste avant. Ils finissent de travailler et ensuite ils font leurs courses. Dans la coopérative, le chômeur côtoie l'homme d'affaires, l'étudiant, le banquier. Ils ont entre 21 et 77 ans. Ils occupent tous les postes du magasin, de la caisse à la mise en rayon, jusqu'à la réception des marchandises. Ça, c'est ma super équipe. C'est vraiment des stars. Vous savez quoi? J'ai envie de les applaudir. Bravo, les gars. Il y a même ceux qui vous aident à ramener vos courses chez vous. Chaque jour, 500 bénévoles du quartier se relaient pour faire tourner la boutique. Parmi eux, Marine, encore une Française. Musicienne dans la vie, elle vient prendre son poste au Park Slope. Donc là, j'ai signé ma présence pour dire que je suis là et que je vais bien faire mes heures tout le mois. Aujourd'hui, Marine est chargée de stocker les produits dans les rayons. Ah, j'adore. Ça, par exemple, je connais pas. Ça a l'air trop bon. Voilà, peut-être que j'essaierai aujourd'hui. Pardon, madame. Marine, tu peux t'occuper des yaourts? Cathy va continuer avec les produits préparés. C'est un peu comme si je faisais mon jardin chez moi. Enfin, c'est une contrepartie pour avoir de la bonne nourriture. Ce qui est assez difficile de trouver aux États-Unis, donc c'est plus une chance finalement. 3 heures par mois, c'est pas beaucoup et je trouve que le concept est assez génial.
Et dans les allées, on croise pas mal de Français. Spécialiste de la crèmerie? Oui, aujourd'hui, je fais du yaourt. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ça, je connais pas, par contre. Alors ça, moi, j'ai testé ça, c'est trop bon. Ça, c'est bon. Ouais, le coconut. Pour Marine comme pour Sébastien, ce n'est pas non plus un club de vacances. Ici, les règles sont strictes. Et gare à ceux qui ne font pas leurs 3 heures de travail mensuelles. La coop a assez d'argent pour acheter. Comment ça marche? Après, si on rate une fois, il faut en faire 2. Après, ça fait 5 heures. Et puis, si on re-rate, il faut suspendre. Puis après, on peut plus faire shopping. Donc, si on peut plus faire shopping, ça n'a rien d'être là, quoi. Au plaisir. Au plaisir. Et je te dirai comment est le coconut yogurt. Ouais, j'espère que tu vas aimer. Ce qui attire Marine et Sébastien, ce sont les produits frais bio et achetés à moins de 800 km à la ronde. Et dans les allées, pas de soda sucré ni de bouteilles en plastique. Les membres ont décidé qu'ils n'en voulaient pas. Anne est fière de nous montrer son rayon favori, le rayon fromage. Un produit presque de luxe aux États-Unis. Et pourtant, le fromage ici coûte près de 2 fois moins cher qu'ailleurs. Prenons le parmesan par exemple. Il vient d'Italie. Nous, on l'a à 13 $ la livre, alors qu'ailleurs, ce serait environ 25 à 35 $ la livre. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Une bonne affaire sur le parmesan, mais aussi sur tous les produits du magasin. Car dans ce supermarché collectif, la marge est la même sur tous les produits, 21%, pas un centime de plus. Il n'y a aucun mystère sur les prix. Tous nos membres savent combien la coopérative gagne sur les produits. Les gens ici sont tous collectivement propriétaires du magasin, donc il n'y a aucune raison de leur cacher nos marges. Les autres magasins, eux, ne feraient jamais ça. Ils savent que ça choquerait les gens. Imaginez qu'ils vous disent combien ils gagnent sur chaque produit. Parfois, ils revendent 2 fois le prix d'achat. Ce serait vraiment choquant. Les produits sont moins chers car la coopérative économise sur les salaires. Sans l'afflux des bénévoles, Anne devrait embaucher pas moins de 200 salariés. Mais la coordinatrice a un autre secret pour faire encore plus d'économies. Et c'est au sous-sol du magasin que ça se passe. Bonjour tout le monde. Ici, c'est la section découpe de produits. Une équipe de bénévoles se relaie toutes les 3 heures pour venir couper les produits achetés en gros. Donc moins cher, et les emballer. Ils sont un peu occupés. C'est mon dernier jour de travail. Waouh, c'est dingue! Vous avez toujours travaillé à la découpe? Non, j'ai fait tous les postes, mais celui-là, c'est vraiment le plus sympa. Grâce aux bénévoles, la coopérative de Park Slope s'est développée jusqu'à devenir un véritable business au chiffre d'affaires impressionnant, 47 millions d'euros. Mais pour tourner à plein régime, il a quand même fallu embaucher 70 salariés. Une bonne dizaine, rien que pour gérer les plannings des membres et accueillir les nouveaux venus. Une 60aine chaque semaine. Un succès que les fondateurs n'auraient jamais imaginé. En 1973, Joe avait 21 ans. Il se souvient qu'à l'époque, le magasin se trouvait ici, au premier étage. Les gens arrivaient par là, par l'escalier, dans un petit bureau, et on y vérifiait s'ils étaient membres de la coopérative. Et ils allaient faire du shopping ici. Les fruits et les légumes étaient là, et là, c'était les produits en gros. Quand Joe a monté la coopérative, voilà à quoi elle ressemblait. Quelques étagères en bois, un seul frigo, le tout dans les locaux d'une ancienne laverie. À l'époque, Park Slope était un quartier défavorisé. C'est pour redonner du pouvoir d'achat aux habitants que Joe et ses amis ont inventé ce système d'entraide. Aujourd'hui, le quartier est devenu l'un des plus chers de Brooklyn. Mais l'esprit communautaire est resté. Et c'est ce qui plaît à Marine, qui termine son temps de travail. Comme à chaque fois, Ross, son chef d'équipe, a un petit rituel. Ok les gars, un petit mot pour vous dire merci beaucoup pour votre super boulot.
J'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour se présenter. On fait tous partie de la coopérative, c'est notre communauté. Alors dites bonjour à tous ceux avec qui vous avez travaillé. Serrez-vous la main, faites-vous un sourire. Merci encore à tous pour votre super boulot. Allez-y, allez-y, soyez pas timides. Si Marine fait l'effort de venir travailler ici 3 heures chaque mois, c'est parce qu'elle sait qu'à la caisse, elle sera gagnante. Un New-Yorkais dépense en moyenne 700 $ par mois en nourriture. Un membre de Park Slope, beaucoup moins. Oui, là, c'était à peu près 60-65 $. Dans un supermarché, pour le même genre de produit, ça serait monté aux environs de 100 $, je pense. Thank you very much. Thank you. La coopérative permettrait donc d'économiser 30% sur la facture. Nous avons voulu en avoir le cœur net. Alors nous avons demandé à Marine un dernier effort. Acheter les mêmes produits dans un autre supermarché. Et pour que la comparaison soit juste, nous avons choisi un magasin bio. De retour chez elle, Marine déballe les produits. D'un côté, ceux qu'elle vient d'acheter dans un supermarché bio. De l'autre, ceux de la coopérative où elle travaille. Et la surprise, au Park Slope, ce n'est pas 30% moins cher, c'est presque 2 fois moins cher. Si j'étais pas à la coop, c'est vrai que je pourrais pas manger aussi bien que ce que je mange aujourd'hui, puisque c'est trop cher, en fait. C'est pratiquement inaccessible, quoi, faire ses courses. Enfin, alors 120 $ pour une semaine. Puis bon, il n'y a pas non plus grand-chose, quoi. Et ça me confirme quand même dans l'idée de faire mes petits shifts 1 fois par mois. Permettre aux New-Yorkais de manger mieux et moins cher, c'est aussi ce qui motive Jack à développer sa petite épicerie. Direction Long Island, à 2h30 de New York. Pour attirer plus de membres, Jack sait qu'il lui faut trouver de nouveaux produits et des bons introuvables ailleurs. Ici, changement de décor, des champs et des fermes à perte de vue. C'est le grenier de la région de New York. Jack a rendez-vous dans cette ferme. Comment ça va? Très bien. Et vous? Je suis Jack O'Connell de Brooklyn. La propriété appartient à Ebrard et Paulette, des producteurs bio. On peut vous faire la visite? Bien sûr. C'est la première fois que Jack le citadin se rend dans une ferme bio. La saison démarre à peine. Il ne peut voir que quelques pousses de salade frisée. Mais il n'en faut pas plus pour l'impressionner. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Ça va nous permettre de prendre de l'avance sur la saison. Ah d'accord, très bien. Pour ce New-Yorkais, une photo souvenir s'impose. Un jour, on devrait venir en bus avec tous les adhérents. Vous êtes les bienvenus. Comme ça, les gens verront d'où vient la nourriture. Mais Jack n'est pas là que pour jouer les touristes. Il est ici pour s'assurer que leurs produits sont bien des produits bio. Un argument clé pour les futurs membres de sa coopérative. C'est important pour nos membres de savoir d'où ça vient. Ils demandent tout le temps si ça c'est du bio ou pas. Est-ce que c'est sans pesticides? Comment vous faites? Quelle est la différence entre vous et ceux qui utilisent des pesticides? Notre règle, c'est d'utiliser que des engrais biologiques. Quand vous avez un temps comme celui-là, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à attendre. Pour Paulette et son mari, vendre à Jack et à sa coopérative, ce n'est pas tout à fait comme vendre à un supermarché classique. Les coopératives alimentaires, c'est une manière incroyable de rassembler les producteurs et les consommateurs. Ça permet d'instaurer une communication entre nous et les gens se sentent ainsi plus attachés à la ferme. C'est comme une famille dans laquelle on a envie d'être. Mais pour les fermiers, vendre aux coopératives, ce n'est pas que pour la beauté du geste. C'est aussi plus rentable. Quand on vend nos produits à une coopérative alimentaire, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, ça nous permet de vendre un peu moins cher à Jack et nous, on fait une marge confortable.
C'est bénéfique pour tout le monde. Bon, comment je fais? Je monte là? Au final, tout le monde y gagne. Alors ça vaut bien un petit tour de tracteur pour Jack, le client venu de la ville. C'est comme prendre le métro. Les chiffres sont plutôt encourageants. Les États-Unis comptent aujourd'hui 350 coopératives alimentaires. La France, elle, va bientôt emboîter le pas. La toute première du genre devrait rouvrir ses portes à Paris en septembre prochain. Voilà pour cette immersion dans ces supermarchés du manger sain qui sont aussi amenés à se développer chez nous en France. Merci de votre fidélité, ne bougez pas. Dans un instant, vos programmes continuent sur France 2.